Aujourd'hui, nous allons parler du Grand Moln, un roman écrit par Alain Fournier et publié en 1913. Quel est le sens de cette œuvre? Quel est le message que veut nous faire passer l'auteur? Le message est le suivant. Pour Alain Fournier, l'adolescence et l'enfance sont les périodes les plus belles de la vie. Ce sont des périodes marquées par le rêve, par le jeu, l'illusion, mais néanmoins, on ne peut pas y rester ancré une fois qu'on a dépassé un certain âge. Il faut faire face à la réalité de la vie, c'est-à-dire à la vie d'adulte, même si cette réalité est moins agréable que le rêve. Et ce roman nous fait passer également le message suivant. Il faut chercher dans la vie d'adulte le bonheur, même s'il est difficile à trouver. Lorsqu'on est enfant, on est heureux tous les jours. Le bonheur est à portée de main tous les jours. Lorsqu'on est adulte, il faut savoir le chercher. Parmi tous les affres de la vie, tous les désenchantements, les désillusions, il faut savoir trouver le bonheur. Alors, comment fait Alain Fournier pour nous faire passer ce message? Eh bien, il va dessiner, il va tracer l'évolution de la vie de d'au moins trois personnages. Les trois personnages principaux qui sont Augustin Moln, François Sorel et Franz de Gallet. Parmi ces trois personnages, il y en a un qui représente la voie à suivre. C'est François Sorel. En effet, François est au début du roman un adolescent qui est quand même tourné vers l'enfance, puisqu'il vit très entouré par ses parents, par ses grands-parents qui viennent le voir annuellement, et sa mère est un peu surprotectrice. Mais il va évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va devenir un adolescent grâce à Augustin Moln, puisque c'est au début du roman un adolescent qui est tourné vers l'enfance, qui ne vit pas des aventures d'adolescent. Augustin Moln va le sortir de ce carcan pour lui faire connaître des aventures que tout adolescent devrait connaître. Et à la fin du roman, François Sorel va devenir un jeune homme mature. Il va prendre des décisions avec du bon sens. Il va avoir des attitudes responsables. Le deuxième personnage est Augustin Moln. Lui, au début du roman, il est un adolescent qui va vivre une aventure. C'est l'histoire principale de ce roman. C'est une histoire d'amour entre Augustin Moln et Yvonne de Gallet. Mais il va vivre cette aventure non pas dans la réalité, mais avec des yeux d'enfant. C'est-à-dire qu'il va la rêver, cette aventure. Concrètement, au lieu de voir en Yvonne de Gallet une personne avec ses qualités et ses défauts, il ne va voir en elle qu'une personne avec des qualités. Il va effacer inconsciemment ses défauts. Inconsciemment ou consciemment. En tout cas, tous les actes qu'il va réaliser vont être pour lui bénéfiques, mais pour les autres vont avoir des répercussions négatives. Concrètement, il va épouser Yvonne de Gallet, mais il va le faire à contre-cœur, puisque lorsqu'il épouse Yvonne de Gallet, il épouse la fille qui correspond à la réalité. Or, il ne veut pas de cette personne-là. Il veut la Yvonne
qu'il a rencontré dans ce château. Et le château représente l'enfance. L'enfance avec ses rêves, l'enfance avec ses idéaux, sa perfection. Donc, il va lui faire du mal en quelque sorte, et c'est pour cette raison qu'elle va mourir. C'est une mort symbolique. Elle va mourir pour deux raisons. D'abord parce que Yvonne de Gallet est amoureuse de Moln, et elle va lui demander de partir à la recherche de ce qui le perturbe pour qu'il soit heureux. Elle va l'autoriser à la quitter afin qu'il soit heureux. Donc c'est par amour qu'elle l'autorise à le quitter, et de façon symbolique, elle va mourir pour que Augustin retombe dans un monde où il analyse les choses avec des yeux d'enfant. Alors, nous remarquons également que ce roman comprend des épisodes en ce qui concerne Augustin Moln où il y a une alternance entre la réalité et le rêve. Pourquoi? Parce que Augustin Moln hésite souvent entre la réalité et le rêve. Mais à la fin du roman, il va choisir la mauvaise solution, il va choisir le rêve, c'est-à-dire la vie d'un enfant. Alors concrètement, dans le roman, comment c'est analysé? Eh bien, par exemple, lorsqu'il entre dans ce château, il entre un peu comme dans un rêve. Toutes les descriptions qui sont faites sont des descriptions oniriques. On se croirait même parfois dans un conte, tellement tous les ingrédients du conte sont présents. Et puis, lorsqu'il sort de ce château, il revient à la réalité, il revient à Sainte-Agathe avec sa réalité. De même, lorsqu'il épouse Yvonne de Gallet, bon, il a quelques petits moments de bonheur, mais après il la quitte pour résoudre un problème qui est en lien avec un pacte qu'il a passé avec Franz de Gallet. Mais Franz de Gallet symbolise l'enfance, autrement dit le rêve. Donc il revient, il quitte la réalité, il revient dans le monde du rêve à ce moment-là. Et à la fin, lorsqu'il apprend qu'Yvonne est morte, il va repartir avec sa fille. Sa fille symbolise l'enfance, puisque c'est une enfant, donc il va quitter la réalité, c'est-à-dire François, la mort d'Yvonne, pour repartir sur le chemin de l'enfance et du rêve. Et comme c'est écrit, il va repartir pour de nouvelles aventures avec sa fille. Donc, la dernière phrase constitue la réponse de la vie que va mener Augustin Moln. Il va retourner dans l'enfance. Donc là, le deuxième personnage, Augustin Moln, ne symbolise pas, ne représente pas la bonne conduite à tenir. Et le troisième protagoniste, le troisième personnage principal, c'est Franz de Gallet. On remarque que Franz de Gallet, au début du roman, est un adolescent, et un adolescent tourné vers l'enfance même, puisqu'il joue beaucoup, hein. Et puis à la fin du roman, il reste un enfant, il n'évolue pas. Concrètement, le personnage de Franz de Gallet symbolise le jeu. Il y a toujours une notion de jeu qui l'entoure. Par exemple, lorsqu'il est à l'école, il balaye les locaux avec Augustin Moln, et cette action de balayer est décrite comme un jeu. Après, il y a la notion d'illusion qui s'attache à lui. Le fait de porter un bandeau représente l'illusion, c'est-à-dire le rêve, ce n'est pas la réalité, hein. C'est à rapprocher de son comportement d'enfant.
De même, lorsqu'il est bohémien et qu'il fait une représentation avec Ganache sur la place du village, il il joue la comédie d'une pantomime, c'est-à-dire c'est un jeu qui plus est, qui a pour but de donner l'illusion d'être une autre personne, puisque c'est un mime en quelque sorte. Donc tout cela nous amène à conclure que le personnage de Franz de Gallet est attaché à la notion de jeu, d'enfance, et sans perspective d'évolution vers l'âge adulte, vers la maturité. Donc cette troisième personne est vraiment la voie à éviter. Après, il y a d'autres personnages qui sont secondaires mais qui ont toute leur importance. Je pense notamment à Yvonne de Gallet. Yvonne de Gallet, elle, est associée à l'enfance. Lorsque l'on lit ses descriptions, lorsqu'elle parle par exemple, on remarque qu'il y a souvent une description de ce genre. Elle parlait comme une enfant, mais elle avait une voix grave, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sérieuse et à la fois puérile, à la fois enfantine. La différence avec Augustin, c'est que Yvonne de Gallet sait faire la part des choses. Elle a conservé une part d'enfance et de rêve dans sa vie, mais elle prend des décisions qui sont responsables, qui sont matures, des choix un peu comme ceux que prend François Sorel. Autre personnage, Valentine. Valentine également est une personne qui a les pieds sur terre, puisque lorsque Franz de Gallet lui propose de l'épouser, au début elle accepte, me semble-t-il, mais finalement elle refuse, puisqu'elle ne vient pas aux noces. Elle est attendue, elle ne vient pas. Pourquoi? Parce que elle sait très bien que Franz de Gallet agit comme un enfant avec elle. Il lui annonce qu'elle va vivre dans un château, qu'elle va avoir une vie merveilleuse, qu'elle sera traitée comme une princesse. Et c'est normal qu'elle ait peur, puisque tout ceci n'est pas réaliste, tout ceci est idéalisé, et elle-même vit dans la réalité. Son père est tisserand, elle, je ne me souviens plus quel est son métier, mais quoi qu'il en soit, elle vit dans la réalité. Donc c'est tout à fait normal qu'elle quitte Franz de Gallet. Parlons maintenant des couples qui sont présents dans ce roman. Il y a tout d'abord un couple qui n'en est pas un, mais qui constitue une grande preuve d'amitié, c'est la création d'une amitié solide entre François et Augustin Moln. Ces deux êtres sont comment dirais-je, dépendants l'un de l'autre. On remarquera que lorsque l'un va mal, l'autre va bien, et réciproquement. Autre couple qui se forme, ici il s'agit d'un couple amoureux, c'est donc celui, nous l'avons dit, de Moln avec Yvonne de Gallet. Donc là, bien entendu, c'est un couple qui n'a pas de raison valable d'être formé, puisque c'est comme si on associait le rêve et la réalité. Le rêve, l'illusion, l'idéal que représente Yvonne aux yeux de Augustin Moln, et la réalité, la maturité que représente Yvonne. Donc bien évidemment, il est normal que ce couple ne puisse pas tenir sur la durée. Autre couple, celui de Valentine avec Franz, donc je l'ai expliqué à l'instant, mais il y a aussi un couple qui naît entre Valentine et Augustin Moln. Ici, nous remarquons que ce couple se forme à partir du moment où Augustin Moln apprend que Yvonne de Gallet est mariée. Rappelez-vous, il est assis sur un banc à Paris, au-dessous des fenêtres d'Yvonne de Gallet, et
est assis à côté de lui Valentine. Celle-ci lui apprend que Yvonne de Gallet est mariée. Et là, il décide de ne plus... Enfin, il décide pas, il s'aperçoit que son aventure avec Yvonne est terminée. Donc, il va laisser tomber le rêve, l'enfance, pour se tourner vers la réalité. Et là, effectivement, il va vivre un début d'histoire d'amour avec Valentine, mais cette histoire est ancrée dans la réalité. Là, donc, c'est vraiment une vie normale qui débute entre ces deux personnes. Mais, hélas, le rêve, l'enfance, le merveilleux de l'enfance se rappelle à lui sous la forme d'un signal de la part de Franz de Gallet, et le grand monde va retomber dans l'enfance pour aller retrouver Franz de Gallet et Yvonne pour reformer leur couple. Voilà ce qu'on peut dire sur ce roman. Après, on peut rentrer dans les détails en recherchant des figures de style, en recherchant des techniques littéraires. C'est ce que je vais faire très rapidement. Je n'ai pas parlé de l'auteur. L'auteur lui-même a vécu une histoire qui ressemble de près à celle qu'a vécu Augustin et Yvonne. Et effectivement, cette histoire a servi de support à l'histoire fictive. L'auteur, Alain Fournier, a la nostalgie de son enfance. Il a la nostalgie de son pays natal. Quelle est l'histoire de l'auteur? L'auteur est né dans un petit village du Cher qui s'appelle la Chapelle d'Angilon. Ses parents étaient instituteurs, son père et sa mère, et ses parents ont été mutés dans un autre village lorsqu'il avait 5 ans. Et ce nouveau village dans lequel la famille Fournier va emménager est Épineuil-le-Fleuriel, toujours dans le Cher et situé à peu près 80 ou 90 km de la Chapelle d'Angilon. Ce déménagement a traumatisé, on peut dire, Alain Fournier, puisqu'il avait vécu sa première enfance dans ce village, la Chapelle d'Angilon, et cette première enfance était vraiment une merveille, quelque chose qu'il a vraiment, qu'il regrette d'avoir quitté, un paradis perdu, on pourrait dire. Et ce regret d'avoir quitté cette enfance, eh bien, il va la transcrire dans ce roman. Et le personnage de François Sorel va correspondre en partie à Alain Fournier, ou je devrais plutôt dire que Alain Fournier est à la fois François Sorel et à la fois Augustin Moln. Pourquoi? Alors, parce que François Sorel, lorsqu'il est décrit, toutes les descriptions qui sont faites de lui correspondent exactement à ce qu'a vécu l'auteur, Alain Fournier. Déjà à la base, François Sorel est quelqu'un qui est, j'allais dire, timide. Par rapport à Augustin Moln, c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, quelqu'un qui vit au sein de sa famille, qui ne cherche pas, enfin plutôt qui ne vit pas l'aventure, qui est souvent chez lui, dans sa maison. Et je disais, l'auteur tient aussi de Augustin Moln. Pourquoi? Parce que Augustin Moln représente l'aventure. Il vit une aventure. Mais c'est une aventure idéalisée. Je l'ai dit, Augustin Moln vit dans l'enfance, c'est-à-dire son regard est un regard où il n'y a que du merveilleux, que de belles choses. Il ne voit jamais le défaut des choses. Eh bien, cette façon de vivre, Alain Fournier, l'auteur, l'a vécu. Pourquoi? Parce que ses parents lui interdisaient de sortir
d'aller jouer avec ses camarades. Alors, je ne me souviens plus la raison, mais quoi qu'il en soit, Alain Fournier, lorsqu'il était enfant, est resté souvent dans sa chambre. C'était une mansarde, c'est-à-dire une petite chambre sous un toit, et qui n'avait pour seule fenêtre qu'une sorte de véranda à travers laquelle il voyait le paysage environnant. Et il passait ses journées à lire. De ce fait, comme je le disais, François Sorel correspond à la partie d'Alain Fournier qui est resté auprès de sa famille, qui a beaucoup lu, et Augustin Moln correspond à la part d'Alain Fournier qui a voyagé, mais qui a vécu des aventures, j'allais dire, qui ne sont pas réelles, puisque les aventures que vit Alain Fournier dans sa chambre, c'est tout simplement de l'imagination. Lorsqu'il regarde à travers sa fenêtre, il imagine des aventures. Il voit un château au loin, il imagine qu'il pourrait être dans ce château, à vivre des aventures d'adolescent. Alors je vais lire quelques extraits, très rapides parce qu'il y a énormément à dire, à analyser, et ça prendrait des heures pour analyser chaque page, chaque phrase. Donc je vais essayer de survoler, de lire les phrases essentielles. La toute première phrase du tout premier chapitre est très intéressante à analyser puisque la date est incomplète. Il y a le chiffre 1, 8, 9 et 3 points de suspension. Alors pourquoi l'auteur donne-t-il une date incomplète? Pour associer ce roman à un conte, tout simplement. Le conte débute par « Il était une fois ». Autrement dit, on ne sait pas quand est-ce que débute un conte. De la même façon, on ne sait pas quand est-ce que débute, avec précision, cette aventure-là. Alors, pourquoi un conte? Un conte, c'est quoi? C'est un récit imaginaire. C'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, mais qui est rêvé, quelque chose qui est idéalisé. Eh bien, c'est exactement ce que va vivre Augustin Moln. Il va vivre quelque chose d'onirique, quelque chose de merveilleux, quand il ira dans ce château et quand il rencontrera Yvonne. Ensuite, on peut analyser tout ce qui a trait à la géographie. En effet, la plupart des noms sont des noms fictifs. Sainte-Agathe, ce n'est pas le nom d'une localité dans le Cher, mais Sainte-Agathe, me semble-t-il, c'est le nom... non, je confonds avec un autre village. Donc Sainte-Agathe, me semble-t-il, est un nom fictif, oui, qui correspond dans la réalité à Épineuil-le-Fleuriel. De la même façon que l'auteur Alain Fournier a quitté la chapelle d'Angilon pour aller vivre 5 ans après à Épineuil-le-Fleuriel, et bien de la même façon, François Sorel quitte son village natal pour aller vivre avec ses parents, qui sont également instituteurs, dans un village qui s'appelle Sainte-Agathe. Sainte-Agathe donc représente Épineuil-le-Fleuriel. Et tout comme l'auteur, c'est 5 ans après. Donc il y a vraiment une correspondance avec la réalité. Ensuite, le troisième paragraphe, la description de l'école, une longue maison rouge, etc. Cette description correspond exactement à l'école dans laquelle vécut, puisque l'auteur a vécu dans les locaux, c'est-à-dire il était pensionnaire dans cette école, donc il y avait une habitation à proximité également. Eh bien, cette description correspond à la réalité, non pas de Sainte-Agathe qui n'existe pas, mais d'Épineuil-le-Fleuriel. Également, la typographie des lieux, la description qui est faite est exacte. On est toujours à Épineuil-le-Fleuriel. Voilà. Augustin Moln. Augustin est en réalité le prénom du père de l'auteur. Il s'appelait Augustin Fournier. Moln est en réalité le nom d'un village qui est dans le Cher, pas loin de là où a habité l'auteur. La Ferté d'Angilon, dans le roman,
il est écrit qu'elle est située à 14 km de Sainte-Agathe. Et la Ferté-d'Angillon représente en réalité la chapelle d'Angillon, le lieu de naissance de l'auteur. Donc, dans la réalité, les deux lieux sont distants d'environ 80 km et dans la fiction, ils sont distants d'environ 14 km. Eh bien, l'auteur a voulu rapprocher ces deux lieux pour donner un sentiment de nostalgie. Il a voulu les rapprocher de façon affective parce que tout ça, c'est son passé, son enfance, son pays natal et tout cela lui manque. Donc, le fait que l'auteur transcrive, si je puis dire, sa propre réalité en mode fictif dans le roman, ça signifie qu'il est nostalgique de son passé, de cet arrachement au pays natal. Alors, de manière symbolique, Augustin sort des greniers de cette maison. Le grenier symbolise le passé. Donc là, cela rapproche Augustin Moln de l'enfance, du passé. Lorsque deux fusées sont présentes dans le grenier et qu'elles ne se sont pas allumées, disons, lors du dernier 14 juillet, ces deux fusées symbolisent en fait Augustin Moln et Franz de Gallet, puisque tous les deux, à l'image des deux fusées, ne vont pas suivre le reste du groupe. Ils vont rester dans l'enfance, ils ne vont pas aller dans l'âge adulte. Il est question aussi de thèmes qui sont propres à l'adolescence. Le thème par exemple de la transgression des normes. Quand on est adolescent, on a tendance à transgresser les normes, ce qui est tout à fait normal, sans jeu de mots. Donc concrètement, Augustin Moln a sur lui des allumettes, ce qui est formellement interdit. Il va fuguer, il va faire une évasion pour aller chercher les grands-parents de François, deuxième acte de transgression. Et je disais que Augustin Moln va permettre à François, va lui permettre de passer dans le monde de l'adolescence, de vivre des aventures. Et cette première, la première façon pour François de faire un acte vraiment d'indépendance, c'est le fait d'allumer ce feu d'artifice, ces deux fusées. Puisqu'il est écrit, il y en a deux qui ne sont pas partis, nous allons toujours les allumer. Le nous est symbolique, puisque Moln lit François dans ses aventures d'adolescent. C'est le premier acte d'indépendance. Ensuite, il le prend par la main à deux reprises, c'est-à-dire qu'il l'accompagne dans l'adolescence. J'aimerais également aborder la relation qui unit les principaux protagonistes. François Sorel admire Moln parce que, je viens de le dire, ce dernier va le sortir de l'adolescence, de l'enfance. La réciproque n'est pas vraie. Moln n'admire pas François Sorel, il est simplement un ami à qui il tient, puisque c'est une sorte de pacte d'amitié. Il sera question, lorsqu'ils discuteront dans la mansarde, ils vont nouer une forme d'amitié sincère. Ils vont faire une sorte de pacte. Ensuite, quel est le rapport entre Moln et Franz de Gallet? C'est un rapport d'admiration. Moln admire Franz parce que Franz vit dans l'enfance. Voilà. Donc il faut bien... mais en fait, à la fin du roman, l'évolution de ces rapports va être la suivante. À la fin du roman, François va avoir un regard critique, un regard sévère sur Moln. C'est-à-dire qu'il va penser qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. Par exemple, il n'aurait pas dû quitter sa femme.
mais il va quand même l'admirer à la fin du roman, parce que Moln représente l'enfance. Et on a tous, nous qui sommes adultes, ou voilà, peu importe, à partir d'un certain âge, on a tous besoin de conserver en soi une part d'enfance. Même si nous avons des actes qui sont responsables, il faut toujours conserver soit des souvenirs, soit des manies, garder des photos. Enfin, il faut se raccrocher à l'enfance, c'est nécessaire. Et c'est ce que fait très bien François Sorel. Il suit la voie, c'est la voie à suivre, un modèle, hein, c'est-à-dire que il est responsable, mais il admire malgré tout Moln, qui est sa part d'enfance. Et donc, quel est le rapport, quelle est l'évolution du rapport entre Moln et Franz de Gallet? Eh bien, à la fin du roman, Moln continuera toujours à admirer Franz de Gallet, alors que ça ne devrait pas avoir lieu puisque Franz de Gallet agit d'une façon puérile, avec inconséquence. Lorsqu'il dit qu'il va saboter le mariage de sa sœur pour qu'elle l'aide à retrouver Valentine, c'est une façon d'agir tout à fait immature. Alors, si nous poursuivons l'analyse de ce roman, donc je le dis, c'est une analyse superficielle, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, on peut noter que les noms de certains élèves, Fromentin, Delouche, Moucheboeuf, sont des noms qui ont réellement existé, qui ont réellement été attribués à des camarades de classe d'Alain Fournier. On a retrouvé effectivement des traces de ces noms dans des registres qui ont été conservés. Il faut savoir que Alain Fournier, tout comme François, était l'élève de son père. Tout comme François, qui décrit des scènes assez précises dans le roman, par exemple l'odeur du hareng, la chaleur du poêle, beaucoup de scènes, eh bien Alain Fournier l'a vécu lorsqu'il était l'élève de son père. Il faut remarquer aussi que tous les personnages ont un point commun. Ils sont tous affublés d'un adjectif qui connote la gentillesse. Ils sont, par exemple, il est question du grand-père charpentier, il est décrit comme quelqu'un de débonnaire. On verra plus loin que le grand-père, enfin, la personne âgée qui vit dans une maison isolée lorsque Augustin Moln va se perdre, il est décrit comme quelqu'un de brave. Voilà, on y viendra. L'auteur Alain Fournier, lorsqu'il était isolé en quelque sorte dans sa mansarde ou bien dans l'école, il lisait beaucoup. C'était les seules choses, on peut dire, qui l'occupaient, la lecture et la contemplation des paysages, ce qui a bien entendu fait foisonner son imagination, et ce qui est à l'origine de l'écriture d'un roman. Quoi qu'il en soit, cette lecture, puisqu'il a beaucoup lu, eh bien on la retrouve dans ce roman. Il est beaucoup question de livres dans ce roman. Il faut savoir débusquer ces éléments, mais par exemple Robinson Crusoe, lorsque François compare Moln à Robinson Crusoe, fréquentant la boutique d'un vannier, lorsque Moln va dans le château et qu'il écoute Yvonne jouer du piano, il est entouré d'enfants qui lisent des livres. Il y a des livres avec une couverture rouge dans le château. Il est question de livres bon, là j'ai pas en mémoire, mais il est beaucoup question de livres. Une chose importante, c'est que François Sorel ne va pas pouvoir vivre son adolescence à l'image d'Augustin Moln. Augustin Moln va vivre concrètement une aventure d'adolescent, c'est-à-dire qu'il va découvrir ce château, il va découvrir cette jolie fille, il va l'épouser,
Eh bien, lui, François Sorel, va vivre ses aventures d'adolescent par procuration. C'est-à-dire qu'il va imaginer ce que vit Moln. Et ça va lui apporter du bonheur, hein. Ça sera une aventure par procuration. Il n'aura pas le pouvoir de les vivre. Donc, un exemple, lorsque Moln s'est évadé et que François est dans la classe et qu'il aperçoit à travers la fenêtre Moln à la ferme de la Belle Étoile, eh bien, il s'imagine tout ce que fait Moln, mais il ne le voit pas. Donc là, il commence à vivre une aventure par procuration. Mais on s'apercevra vite que François Sorel, contrairement à Augustin Moln, voit la réalité telle qu'elle est. Il ne l'idéalise pas jusqu'au bout. Un exemple, lorsqu'avec avec toute la classe, tous les élèves, ils vont partir avec le maître, Monsieur Sorel, dans la forêt, eh bien, François Sorel va découvrir un sentier qui va aboutir à qui va aboutir à la maison du garde forestier. Là, il va avoir une désillusion. Hein, il l'explique très bien. Il disait que auparavant, pour lui, c'était une limite qui était infranchissable, le fait d'aller jusqu'à la maison du garde. Et que là-bas, si quelqu'un y allait, il y a des choses merveilleuses à voir. Eh bien, lorsqu'il va réellement aller à la maison du garde, il va s'apercevoir que d'une part, ce n'est pas si loin que ça, et d'autre part, qu'il n'y a rien de merveilleux, qu'il y a simplement une maison, une cabane avec quelques arbres autour. Donc, on voit bien que contrairement à Augustin Moln, François Sorel voit la réalité telle qu'elle est. Hein, si François Sorel, par exemple, était allé avec Augustin Moln dans ce fameux château, ce domaine perdu, il n'aurait pas du tout vu la même chose que Moln. Moln voit des enfants qui paraissent léviter en un seul mot, hein, c'est-à-dire qui paraissent faire des bonds comme si c'était un apesanteur. Eh bien, il voit également des ombres, enfin une description de rêve onirique. Si François était à ses côtés, il verrait la réalité, il verrait des enfants qui sont à une noce, donc ils sont déguisés avec leurs parents ou leurs grands-parents à côté. Voilà, rien d'exceptionnel. C'est quelque chose à bien comprendre à la lecture de ce roman. Voilà, j'ai ici une illustration de la générosité, ou plutôt de la bonté des personnages, ce que je disais tout à l'heure. Donc je vous lis le chapitre, enfin le paragraphe contenant le grand-père Charpentier. Le vieux grand-père, avec son air broussailleux de vieux berger gascon, ses 2 pieds lourdement posés devant lui, son bâton entre les jambes, inclinant l'épaule pour cogner sa pipe contre son soulier, était là. Il approuvait de ses yeux mouillés et bons ce que disait la grand-mère. Hein, donc on a tout de suite de l'admiration lorsqu'on lit ces descriptions. Là aussi, pourquoi l'auteur est-il aussi précis dans les descriptions? C'est parce que il décrit une vie qu'il a vécue lorsqu'il était enfant et qui lui manque. Alors si on doit décrire la tonalité de ce roman, on peut dire que d'une part, il a une tonalité de roman d'aventure, puisqu'effectivement il retrace l'aventure d'Augustin Moln, et une tonalité d'un roman réaliste, un peu comme Balzac, mais spécialisé dans la description du monde rural. C'est un peu dans le prolongement des romans de George Sand. George Sand, ses romans ont tendance à valoriser le monde rural et à dévaloriser le monde urbain. Et bien, de la même façon, Alain Fournier va valoriser les petits villages du Cher et il va dévaloriser les grandes villes comme Paris ou Bourges, puisque, on le verra, il y a des descriptions faites de Paris et de Bourges qui sont déplaisantes. On n'a pas envie d'y mettre les pieds. Autre chose,
l'auteur nous parle de son passé en mettant en exergue le champ lexical de la marine, de la mer. Pourquoi? Parce que Alain Fournier a débuté, a entrepris des études pour devenir marin, et finalement ça n'a pas duré plus d'1 an ou 2 ans cette formation, il a abandonné parce que c'était trop dur pour lui. Mais il a toujours été attiré par la mer, le milieu marin, et ce roman est vraiment parsemé émaillé plutôt de mots qui renvoient à la mer. J'en ai un sous les yeux. Je m'étais approché jusqu'au premier rang et je regardais avec les autres cet étalage perdu qui nous revenait, telle une épave qu'eût ramené la haute mer. Autre chose d'important, la notion de froid. Le roman commence l'hiver, il fait froid. Il faut savoir que dans les romans, en règle générale, le froid, le temps glacial est associé à l'aventure, au romanesque. Et on voit que le chapitre 6 commence par cette phrase « Le 4e jour fut un des plus froids de cet hiver-là ». Et effectivement, c'est dans ce chapitre que Augustin Moln revient dans la classe après avoir vécu une aventure. Il faut comprendre également certaines scènes, le sens de certaines scènes. Pourquoi Augustin Moln va chercher l'itinéraire de ce château dans un atlas, alors qu'il pourrait demander, par exemple, aux parents de François, qui connaît très bien les lieux, où se trouve ce château. Eh bien, tout simplement, Augustin Moln ne veut pas qu'on retrouve ce château d'une façon banale, parce que ça le rapprocherait de la réalité. Et la réalité, c'est ce qu'il cherche à fuir. Il veut retrouver seul ce château, l'itinéraire qui y mène, pour toujours rester dans cet univers onirique. Un personnage important, c'est Jasmin Delouche. Il est important parce qu'il marque le contraste, l'opposition. Jasmin Delouche, c'est un adolescent qui veut ressembler à un homme. Il agit comme un homme. Il agit avant l'heure. Il ne vit pas vraiment sa vie d'adolescent. Et cet attachement à la maturité, déjà, un peu trop en avance, déplaît fortement à Franz de Gallet, qui est un enfant, et à Augustin Moln, qui est un enfant, mais qui a aussi quelques parfois, comportements d'adulte. Quoi qu'il en soit, Jasmin Delouche correspondra, oui, à comment appelle-t-on cela, voilà, à l'obstacle qui va se mettre en travers du chemin du héros. Voilà. La description de la chambre dans laquelle se trouvent François et Augustin correspond à la réalité. C'est la description exacte de la chambre dans laquelle a vécu l'auteur. Bon, il est question à un moment d'une vareuse, c'est-à-dire un vêtement ample. Mais une vareuse, c'est aussi un vêtement que portent les marins. Deuxième point important qui rappelle la marine. On va voir que petit à petit, François Sorel va prendre des décisions responsables. Lorsque par exemple Moln annonce à François qu'il va partir durant la nuit chercher le château, l'itinéraire, eh bien Moln lui dit non, il faut attendre le jour, il faut attendre que le temps se réchauffe. Et puis Moln accepte. Mais là, ce sont déjà des décisions qui commencent à être matures. Un paragraphe et un chapitre très important, c'est l'aventure, chapitre 8, partie 1, où Moln va somnoler, et puis dès qu'il va se réveiller, il va vivre dans un univers, il va se réveiller dans un endroit où tout a changé. La description du paysage est différente du paysage qui était présent lorsqu'il était réveillé.
hein. Donc on peut dire que le sommeil, qui est très présent dans le roman, dans la première partie en tout cas, le sommeil symbolise le passage, c'est une porte qui permet le passage de la réalité au rêve. Le château représente l'enfance, c'est un symbole très important. Lorsque Moln est perdu, le sentier est personnifié. C'est une figure de style, la personnification. Le sentier happe Moln comme dans un rêve. On a également une description qui pourrait être attribuée à un conte. Lorsque Moln est perdu, il voit une maison isolée qui émet une lumière, un petit peu comme dans le Petit Chaperon Rouge, hein, un conte en quelque sorte. Il suit un sentier, il croit aller vers la lumière, mais en fait, la lumière se dirige de l'autre côté. Au bout d'un instant, le sentier dévient à gauche, la lumière parut glisser à droite, etc. Ainsi, peu à peu, s'embrouillait la piste du Grand Moln et se brisait le lien qui l'attachait à ceux qu'il avait quittés. Il y a vraiment des descriptions, il faut vous arrêter là-dessus, qui rappellent le monde du rêve. Il y a également le vocabulaire qui utilise des mots tels que rêve, ombre, obscurité, bergerie abandonnée, la lueur de la lune. Tout ceci rapporte au champ lexical du merveilleux. L'auteur Moln fait un rêve, il rêve d'une jeune fille dans une pièce verte. C'est un rêve prémonitoire, on pourrait dire, puisque cette jeune fille va être Yvonne de Gallet, et lorsqu'il la rencontrera pour la première fois, elle sera comme dans un rêve, elle lui tournera le dos en train de jouer du piano. Bon, je passe beaucoup de... Je tourne beaucoup de pages parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire. Les chansons qui sont chantées par les personnes qui sont dans le château lorsque tout le monde va partir sont des airs que chantaient d'anciens marins. Bon, je vais passer au chapitre 15, le plus important, c'est la rencontre. Dans ce chapitre, il y a une seule chose importante à relever, c'est le passage du rêve à la réalité. C'est très important parce que ça symbolise le comportement de Moln. Il est à la fois dans la réalité et dans le rêve, pour finalement, à la fin du chapitre, rester dans le rêve, c'est-à-dire le monde de l'enfance. Donc concrètement, si on analyse ce chapitre, on voit qu'il y a l'utilisation de points de suspension. Points de suspension qui symbolisent l'hésitation, un peu comme si tout n'était pas dit, s'il y avait un secret et un univers un peu magique. La description, alors très important, la description d'Yvonne dans ce chapitre, c'est une description idéalisée. Yvonne est la femme idéale, elle n'a aucun défaut. Et puis lorsque François Sorel voit pour la première fois Yvonne, il la voit d'une façon, avec des yeux qu'il analyse de façon réaliste. D'abord, il la voit pour la première fois, elle vient faire ses courses. Donc, si c'était un rêve, elle ne viendrait pas faire ses courses. Ensuite, il la voit avec un vieil équipage, c'est-à-dire un vieux cheval, Bélisaire, une charrette toute cabossée. Ensuite, il la voit et il voit qu'elle a un défaut, c'est-à-dire qu'elle rougit par moments et que cette rougeur est comparable à ceux qui sont porteurs d'une grave maladie. Bref, il voit des défauts, donc on pourrait dire que si un couple devait vraiment se former, ce serait celui de François et d'Yvonne de Gallet, puisque Yvonne n'hésite pas à montrer Bélisaire, le cheval, et à se confier à François. Et d'ailleurs, lorsque Yvonne meurt à la fin du chapitre,
eh bien François la porte sur elle, et pour la faire traverser les escaliers, eh bien le fait qu'il la porte, c'est un geste qui ne peut être fait que par un mari. Donc cela symbolise le fait que il forme un couple platonique peut-être, mais un vrai couple. Là, il faut également remarquer la forme du roman. La première partie est consacrée à Augustin Moln. Il va prendre l'ascendant sur tous les personnages. La deuxième partie est consacrée à Franz de Gallet. Il va symboliser le règne de l'illusion tout en le démasquant. Donc, il symbolise le règne de l'illusion, je l'ai expliqué au début, hein, lorsqu'il fait son spectacle de pantomime, lorsqu'il donne l'illusion de connaître une partie de l'itinéraire à Augustin, lorsqu'il lui dit « je t'ai complété la carte », en réalité il le connaît, le chemin, puisqu'il vivait avec sa sœur et sa mère et son père dans ce château, mais il ne veut pas le lui donner de peur que on vienne le chercher et qu'on le ramène de force chez ses parents. Donc c'est une illusion là aussi. Il utilise ses petits camarades, en l'occurrence Moln et François, à des fins personnelles, pour jouer, hein, puisqu'il a tourné sa vie, Franz de Gallet, dans le jeu. Il a suivi un bohémien. Voilà. Après, il vit dans l'enfance, il y a beaucoup de choses qui en témoignent, comme le fait qu'il ne connaisse pas la façon dont Ganache, le vrai bohémien, gagne de l'argent. En réalité, il l'ignorait totalement, mais il gagne de l'argent en volant. Et c'est bien évidemment lorsqu'il va le découvrir, lorsqu'il va découvrir cette illusion, il va découvrir qu'en fait, il n'était pas dans la réalité, et bien il va symboliquement retirer son bandeau. Comme ça, il va démasquer l'illusion, et à partir de ce moment, un tournant va naître. Une distance va s'opérer entre François et Augustin. C'est vraiment à ce moment-là que Augustin va rester dans le monde du merveilleux et François devenir adulte. Et la troisième partie qui est consacrée à l'ascension de François Sorel, un personnage qui va évoluer de façon étonnante et très bien décrite. Bon, il y aurait tellement de choses à dire que je trie les informations parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, il est question également du Vieux Nancy. C'est un paysage, un village à demi fictif. Nancy existe bien, mais le Vieux Nancy n'existe pas. Le qualificatif de vieux a été apporté par l'auteur afin d'ancrer ce lieu dans le passé. Voilà. Bon, je m'arrête là par nécessité, je n'ai plus de batterie. Si vous avez des questions à me poser concernant ce roman, vous me les posez en commentaire et je tâcherai d'y répondre. A bientôt pour un nouveau roman.